Alors, je vais vous parler du patrimoine ordinaire mineur sur Marseille, à travers, c'est vrai, un regard technique, euh, peut-être pour compléter tout ce qui a été dit hier sur la ville, sur l'échelle de l'îlot, sur l'échelle du parcellaire, sur les vestiges aussi qu'on a, qui sont conservés, mais aussi avec un point de vue théorique. Euh, voilà, le bâti pré-industriel est beau, durable et intelligent. Voilà, beau, vous connaissez tous ces bâtiments, Cours Puget, rue d'Italie, voilà, des domaines, des immeubles remarquables. Du bâti plus ordinaire, plus mineur, à gauche à Meneaux et Traverse, au centre 18e. À droite, vous avez un immeuble juste à côté d'ici, que m'a montré Jean-Marc Chancel. Il m'a dit c'est un immeuble pilastre. Oui, il y a de ça, c'est-à-dire que c'est un immeuble d'angle. Et finalement, les deux travées de fenêtres que vous avez rue Noailles sont des fausses baies. Vous voyez que le bâti ancien est complexe. Vous voyez que c'est plein en haut. Voilà, c'est du décor, tout ça. Mais c'est du décor pour une notion, pour un enjeu urbain, finalement. Donc il y a une intelligence derrière ça. Une architecture mineure, peut-être, mais influencée par le monumental, avec des ouvrages assez savants. Ici, une trompe. On fait appel là à l'art de bâtir, la stéréotomie. Ici, on ne voit pas bien, c'est un peu foncé, je suis désolé, mais c'est une porte d'entrée avec des ferrures, des pentures et de la quincaillerie bon, magnifiquement travaillée, hyper robuste. Tous ces immeubles ont 200, 300 ans, ils sont encore là, on les a adaptés, ils sont en plus ou moins bon état, j'en parlerai, mais ils ont une vraie intelligence et ce qui les caractérise, c'est la masse. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la section minimale. Par essence, le patrimoine ancien est développement durable. C'est une notion très récente, mais en fait, c'est une qualité qui est intrinsèque. Comme vous avez pu le voir dans l'entrée, tous les matériaux proviennent d'un rayon de kilomètre très faible. Et en plus de ça, on peut les réemployer à volonté. Il y a une usure normale, on en parlera, il y a des ennemis, l'eau a commencé. Voilà, l'eau par exemple ici qui attaque la brique. Mais tous ces bâtiments sont réversibles. On peut continuer à les conforter, on peut continuer à les utiliser, à les réadapter, à les modifier, à les surélever aussi, y compris, vous voyez, ça c'est pas une surélévation, c'est un ancien moulin, mais il est réinvesti autrement. On parlait hier de vestiges archéologiques. Oui, c'est intéressant de montrer qu'il y a une épaisseur dans l'histoire constructive du bâti ancien, mais c'est aussi intéressant de montrer l'économie de moyens. Les anciens ne démolissaient pas tout pour refaire une plate-bande d'un commerce. Ils utilisaient ce qui était déjà en place, ils faisaient une économie. Le dégager, c'est pas inintéressant, ça permet de dire, là, attention, il y a un ouvrage en pierre de taille, il y a des éléments passés, et on a tout intérêt à le préserver. Si un jour on veut faire une boutique plus grande, là c'est un autre problème. Et il ne faut pas non plus figer le bâti ancien. Son propre, sa caractéristique propre, c'est de s'adapter au fur et à mesure des besoins dans le temps. Et son autre caractéristique, parce que c'est pour ça qu'il y arrive, c'est qu'il est fait à partir de petits éléments, des poutres en bois, des moellons, des pierres appareillées, des ferrures, des tuiles, etc. Vous voyez ici cette persienne, qui a l'air anodine comme ça. On voit deux types de pentures, une très ancienne, une plus récente. En fait, c'est une persienne d'une baie cintrée qui a été réutilisée pour une baie à linteau droit en plate-bande. Voilà l'économie de moyens.
j'ai pas forcément les meilleurs exemples de réemploi, mais on pourrait se demander aussi si tout le monde dit que les poutres de plancher viennent certainement des mâts de bateaux. L'architecture navale, c'est bien possible. On peut se demander aussi si le bois d'enfustage qui est au-dessus ne servait pas aussi à la charpente navale. Voilà, ça c'est un sujet qu'il faudrait explorer, mais les anciens réutilisaient tout ce qu'ils avaient à proximité. Une église était démolie, ça devenait une carrière de pierre. Un comble s'écroulait, la poutre, la panne, devenait une poutre de plancher, un chevêtre, etc. Là, ici, vous avez... Désolé. Vous avez ici un plancher marseillais, type, poutre, bois d'enfustage, 3 poutres. Ce plancher, on le voit, il a pris une flèche, il s'est affaissé. Est-ce qu'ils ont tout démoli? Mais évidemment non. Ils ont remis une poutre en sous-œuvre, passé 2 chevêtres, réduit la portée, et tout va bien. Ce plancher-là sert pour un lieu qui reçoit du public. Donc, avec 3 poutres, ils ont repris un plancher. Je disais, le propre du bâti ancien, c'est de s'adapter au fil du temps. Et c'est ça son intelligence. Ici, je vous présente un immeuble, un 3 fenêtres, bon, entièrement remanié, certes. Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que si on regarde comment c'est distribué, il y a une cage d'escalier, un appartement sur rue et un seul appartement qui se développe sur cour. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en fait, cet appartement se développe sur 4 bâtiments. Le bâtiment initial, c'était celui-là. L'appartement s'est greffé sur une aile en retour, adossé à un bâtiment mono-orienté sur rue. Ce bâtiment initial a été étendu, l'appartement aussi. Il s'est encore étendu, l'appartement aussi. Voilà un exemple de remembrement ou d'extension à l'intérieur de plusieurs parcelles, de plusieurs bâtiments, qui fait qu'on ne peut pas figer le 3 fenêtres, il ne faut pas le figer, il faut pouvoir effectivement l'adapter avec des techniques adaptées, bien sûr. Mais ça montre que cette typologie du 3 fenêtres, finalement, on peut encore largement en tirer parti et s'adapter comme on veut. Deuxième partie que je voulais vous introduire, c'était, une fois avoir un petit peu présenté le bâti ancien marseillais, c'était l'état, et c'est ça la question principale qui nous concerne, c'est l'état du bâti ancien sur Marseille. Alors c'est un bâti ancien, donc déjà, on ne parle pas de jeunes immeubles, ils sont vieux, ils sont plus ou moins transformés, mais si on regarde les transformations qu'ils ont subies, finalement, ils sont extrêmement solides. Tout à l'heure, je parlais de masse. C'est ça qui est important de retenir, c'est que les structures du bâti ancien sont surdimensionnées. Ça, c'est un propre du patrimoine ancien. C'est-à-dire que les poutres, ce n'est pas la section minimale. Les murs mitoyens, ça n'est pas la section minimale. Ici, vous avez 3 niveaux de surélévation. Les mitoyens sont surdimensionnés. Si vous regardez un plancher refait en charpente actuelle, bois, vous comparez un madrier 8,22, et vous comparez ça avec une poutre ancienne 24 par 24. Voilà la réduction au minima des structures. Et je ne parle pas du béton banché qui atteint, je ne sais plus, 16 cm, c'est ça, au lieu de 50 en mitoyen. Voilà, donc ce mitoyen, voilà, c'est le squelette de l'îlot. C'est lui qui porte 2 immeubles. Les façades sont faiblement porteuses.
Elles sont un petit peu porteuses, mais faiblement porteuses. Ces murs mitoyens, je vais accentuer là-dessus parce que c'est eux qui sont déterminants dans l'état du bâti. Ici, haute transformation type, un toit terrasse. Tous les désordres qu'a ce bâtiment, c'est un peu son, je suis désolé, tous les désordres proviennent quasiment à 90% de la terrasse, du toit terrasse qui est fuyard. Mais il n'est pas d'origine, ce toit terrasse. Donc, il y a ces deux notions. La dimension et finalement aussi les modifications qu'on a apportées. Voilà ici un exemple où l'îlot, les façades sont non porteuses et toute la structure de l'îlot, c'est le mitoyen. On porte les planchers de part et d'autre de l'axe du mitoyen. Regardez l'appareillage qui est là, on va en reparler, c'est important. Il y a une particularité à Marseille, et c'est un peu une fragilité. C'est une courtoisie urbaine qui est très jolie, c'est-à-dire qu'à l'axe du mitoyen, à mi-mur, il y a un retrait pour que l'autre voisin vienne se raccorder à l'axe du mur. Alors c'est très joli, ça fait un recouvrement très bien, mais ça fragilise quelque part l'angle du mitoyen. Donc j'ai parlé de cette fragilité déjà. Ensuite, ici, ce schéma montre que le mitoyen, finalement, il reprend les voûtes, les escaliers, les poutres de plancher, les charpentes de comble, mais aussi les conduits de cheminée. Et si on coupe sur deux bâtiments, on va voir exactement voûte, plancher, conduit, cheminée, comble, souche de cheminée. Voilà l'essentiel de la structure du bâti marseillais. C'est pas fini parce que ces mitoyens, ils sont chaînés. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? On peut éteindre la lumière? Ouais, merci. Voilà, ce sera un peu mieux peut-être. Ils sont chaînés par des ancres et des tirants transversaux, c'est-à-dire dans le plan du mitoyen. On les voit ici, là, là, à chaque niveau. En façade, c'est pour ça que vous avez deux yeux d'encre. Voilà, ici, ça c'est des ancres et des tirants. Vous avez des tirants dans le plan de la façade. Ils sont là pour retenir les poussées des arcs ou des plates-bandes. Là, c'est des arcs, mais les plates-bandes et les arcs, tous les ouvrages clavés. Un arc engendre des poussées. C'est pour ça que vous avez une ancre et deux tirants associés. C'est pour ça que vous avez ce bandeau. Ce bandeau vient protéger les tirants intégrés, encastrés dans la maçonnerie. Pourquoi les protéger? Parce qu'ils sont en métal et s'ils corrodent, ils peuvent augmenter jusqu'à 7 fois leur volume, leur section. S'ils augmentent de 7 fois leur section, votre façade tombe par terre. Donc il faut les protéger. Ce n'est pas que du décor, c'est une résolution technique et structurelle. Malheureusement, si on regarde Marseille, le centre ancien de Marseille, c'est là que vont se concentrer à peu près l'essentiel des problématiques. Descente pluviale, gouttière fuyarde, balcon fuyard. Là, la pierre devient plus virulente. Ici, une fuite de toiture qui fait que tout le mitoyen est arrosé constamment, dès qu'il pleut. C'est là qu'on va retrouver aussi les branchements des cuisines ou autres. Donc là, on tape, on est en train de taper dans la tête de mitoyen qui est en pierre de taille. Le mitoyen, ce n'est pas juste un mur moellon, il est chaîné par une tête de mitoyen en pierre de taille. Et c'est là qu'on va trouver, malheureusement, des percements, ici de réseau, des percements, des encastrements de coffrets concessionnaires. C'est là aussi où il y a une fragilité qui va se faire, qui va se voir, c'est l'évolution des allèges.
Les allèges, petit à petit, disparaissent à un moment donné, au XVIIIe, et on se retrouve avec des baies extrêmement hautes, plus hautes en tout cas qu'à l'origine, et qui finalement contribuent à ne plus épauler, par le biais de la façade, les mitoyens. Voilà ici un deux fenêtres 18e avec une allège qui est remplie en moellon. Ce jambage, en fait, sert comme effet de pinacle, d'ailleurs, à reprendre les poussées de l'arc. Ces allèges, effectivement, sont non porteuses. Elles sont diminuées en épaisseur à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a un ébrasement. Et si on regarde cette vue urbaine, là, on s'aperçoit que si on a bien un type de 3 fenêtres, on s'aperçoit que certains immeubles, vous voyez ici, le bandeau, même s'il y a une pente, la fenêtre courante, ici, a été largement augmentée. Démolition des allèges. Comme par hasard, on trouve un garde-corps fin 19e, alors que ces immeubles sont plutôt début 19e. Il y a donc une fragilisation aussi par la mode de la grande fenêtre du mitoyen. Perte d'épaulement. Une chose qu'on oublie trop souvent, c'est le métal. J'en ai parlé déjà un petit peu, mais je vais continuer parce que ici, vous avez une opération de réhabilitation où, dans les pratiques, on voit que le rez-de-chaussée va être habillé, les commerces vont être habillés. On voit ici que les balcons vont être couverts par du zinc, mais on voit que le garde-corps est peint déjà, mais dans tous ces cas de figure, on va rhabiller tout ça sans traiter le métal. Là, on prend des risques. On prend des risques parce que ces ouvrages métalliques, ces ancrages, forment la stabilité, contribuent largement à la stabilité du bâtiment. En haut, la corrosion, vous voyez, a fait exploser un claveau de plate-bande. Voilà. Il y a donc une notion aussi de sécurité là qui joue. On ne peut pas passer outre le métal encastré dans la maçonnerie. Le protéger par une bavette en zinc, c'est bien. Le traiter contre la rouille, c'est mieux. Ici, un commerce, l'arc de plate-bande a été élargi, ce lieu reçoit du public, il faudrait contacter le patron, parce que là, vous voyez la masse de maçonnerie qui transite, qui s'achemine vers le sol, et c'est repris par un trumeau qui est largement diminué et largement fissuré. Tout près d'ici, un petit commerce, là avec un toit terrasse, ici un chéneau plutôt, un chéneau encaissé. La maçonnerie devient malade. On voit l'état de la sous-face du chéneau, très abîmé. Poitrail passé à rez-de-chaussée, bon, pourquoi pas. Démolition du plancher. Et le fait qu'on ait une démolition du plancher fait que la façade est encore plus libre. Et comme par hasard, c'est le mitoyen qui fissure. Donc, accumulation ici, là, de désordre. Chéneaux, fuyards, fragilisation du rez-de-chaussée, désolidarisation des ouvrages, etc. etc. Voilà, je vais prendre un 3 fenêtres type, ça va compléter. Mitoyen, tête de mitoyen en pierre de taille, trumeau en pierre de taille, seconde tête en pierre de taille, et le tout après est rempli en tout venant. Mur de refend, murette en briques, ici. Voilà la partition commerce, distribution, à rez-de-chaussée. Jean-Lucien Bonino disait oui, il y a 3 parties, exactement. 4,75 m. Il ne m'avait pas soufflé l'idée, mais voilà. On a exactement la travée de plancher. Solive principale, seconde solive principale, pour le passage d'escalier. Tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas et qui est difficile à appréhender puisque c'est dans le domaine privé. Mais il faut essayer d'aller regarder comment c'est fait. Donc, poutre principale, chevêtre et la trémie d'escalier. Les portées, 6,25 m, là, dans ce cas-là.
Voilà, les solives courantes. C'est un plancher qui a été remanié, c'est pas grave. Solives courantes, voilà. Le type d'assemblage des planchers, solives d'enchevêtrure, chevêtres, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait des voussures en plâtre. Et ces voussures en plâtre, ici, qu'on voit en pointillé, finalement, elles renseignent sur l'histoire de ce plancher. Et oui, il y a eu modification. En fait, dans cet intervalle, ici régulier, des poutres principales, qui sont calibrées d'ailleurs sur le bois d'enfustage, ici, vous avez une grande poutre principale qui a été passée. Pourquoi? Certainement pour l'agrandissement de la cage d'escalier. Il a encore une histoire après parce qu'il a été renforcé par des madriers 8,22, ici en sapin, voilà. Il a été des poutres principales ont été moisées par des fers métalliques, ici. Voilà des techniques de réhabilitation toutes simples d'un plancher. Voilà aussi un document qui permet de dire où est-ce que je vais passer tous mes réseaux, comment je vais faire ma gaine technique. Ça fait partie du projet, ce document. Ça fait aussi partie de l'évaluation de l'état du bâtiment. Le plan que j'ai montré, c'est en fait ce plancher-là. Ce plancher-là a été expertisé comme péril grave imminent. Alors, je rappellerai tout simplement que vous voyez ce fer, ici, qui est venu moiser la poutre principale. Ce fer, lui, il est droit, il n'a pas de flèche, c'est une horizontale. Si on était en péril grave imminent, bon là j'ai l'ombre qui ne me favorise pas mon discours, mais si on mesurait là, entre l'horizontale et le plancher, on a moins de 4 cm. En quoi ce plancher est un péril grave et imminent? En rien du tout. 4 cm, c'est en deçà de la flèche admissible d'un plancher. Je vais y venir. On débattra peut-être là-dessus. Voilà, le bâti ancien, il est solide, c'est vrai, mais il y a un faisceau de sources de fragilisation, au-delà de l'usure naturelle. Il y a, pour commencer, le défaut d'entretien. Il y a le manque de traitement consécutif, c'est-à-dire que si la pluviale fuit, effectivement, les tirants vont corroder, les poutres bois vont pourrir, si les réseaux sont fuyards aussi, etc. C'est-à-dire que tant qu'on ne traite pas la corrosion, le pourrissement des bois, etc., le lessivage des mortiers, effectivement, on va avoir une accumulation de désordre inhérent au manque d'entretien. Après, seconde chose, ce sont les modifications substantielles. Le premier point, j'en parle pas beaucoup, mais un point qui est important dans le bâti ancien, c'est les fondations. S'il y a bouleversement du sous-sol, sa teneur en hygrométrie, sa teneur en eau, sa capacité portante, effectivement, on va avoir des soucis. Là-dessus, il faut aller voir aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais tout ce qui est drainage rapporté, parking, étanchéité des sols urbains, réseau fuyard, etc. Si on a multiplié les appartements dans un immeuble, il est clair qu'on va multiplier les réseaux. On va multiplier l'apport d'eau, mais multiplier les risques de fuite. Si un plancher fléchit, on va recharger. Si on passe des réseaux, on va multiplier les percements dans la structure, à commencer par le mitoyen, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure. Et les cloisons, je n'ai pas le temps de développer non plus, mais les cloisons, dans l'ancien, sont devenues porteuses. On ne démolit pas une cloison sans regarder si elle est en charge ou pas dans un appartement ancien. Ça pose des gros problèmes d'expertise, puisque une cloison est non porteuse, mais en fait, elle l'est devenue. Donc, qui doit réparer le plancher qui s'est affaissé? Gros souci d'expertise. Et il y a toutes les incompatibilités. Je voudrais plus insister là-dessus. Le bâti ancien est fait de matériaux naturels ou à peine transformés, terre cuite,
métal, sans pétrochimie, sans béton armé, très peu de liants hydrauliques, alors que, évidemment, quand on intervient aujourd'hui et depuis 1914, on va dire, on introduit le ciment, la pétrochimie dans une période plus récente, et là on a un problème, puisqu'en fait, si le bâtiment ancien doit respirer, pour que ces matériaux voilà, transpirent, évacuent l'humidité et résistent finalement, ces matériaux modernes qu'on introduit dans le bâti ancien sont incompatibles. Revêtement étanche, résine, ciment, PVC, PVC en sol et fenêtres. Polyuréthane, joint de fenêtre pour l'étanchéité des fenêtres, AEV. Isolant, étanchéité bitumineuse sur les toits terrasses. Et je ne compte pas sur l'apport de vapeur. Voilà. Le doublage généralisé, c'est sûr que plus on confine, plus ça va être compliqué pour le bâtiment et pour la ventilation. Le bouchement des ventilations, par exemple, les commerces, très souvent, bouchent les soupiraux pour pouvoir avoir un accès PMR à la porte d'entrée. Encastrement des réseaux, donc plus rien n'est visitable, on ne sait plus si ça fuit pas. Rigidification des ouvrages par l'introduction du béton armé, création de terrasses. Voilà à peu près un bon nombre d'incompatibilités. On ne peut pas traiter le bâti ancien comme on traite le bâti contemporain, c'est-à-dire depuis 1920. Première Guerre mondiale. Troisième partie, je voulais parler de l'état des pratiques. On a vu l'état, effectivement, du bâti ancien marseillais. Il n'est pas au point de rupture, il peut encore résister, mais il y a un moment donné, il va falloir engager des mesures d'entretien. Parce que ça commence effectivement à être, on le sait, hein, ça peut devenir dangereux. Donc l'état des pratiques, et là je vais regarder deux choses. Je vais regarder, on ne peut pas parler que du bâti ancien. Puisqu'on intervient avec des techniques modernes, on doit aussi regarder comment on compose ou comment on construit actuellement. C'est donc l'intervention patrimoniale, d'accord, mais aussi architecturale. Un bâtiment est malade. Le mitoyen. D'accord, on met des étais, mais un étai doit être triangulé. Ça ne sert à rien, ça. Non, un inclinomètre mesure l'inclinaison. Ce n'est pas lui qui va rendre la fenêtre indéformable. Donc un étaiement doit être triangulé. Horizontalement, verticalement, etc. Et même transversalement, s'il faut. Là, ici, c'est pareil, on ne le voit pas bien, mais l'étaiement s'arrête au tiers supérieur, hein, aux 2 tiers supérieurs de la baie. Ça ne sert à rien, c'est toute la baie qu'il faut étayer. En dessous, il y a des chandelles, il n'y a pas de triangulation, c'est pareil. On ne prévient en fait aucune déformation de l'immeuble. L'immeuble peut continuer à, voilà, ici, à tasser et à se déformer avec des grandes fissures biaises. Ici, voilà, bon, déformation, toujours le mitoyen, hein. Déformation biaise, et on voit même d'ailleurs l'appareillage des pierres, et là on voit un claveau qui est carrément fendu, là aussi. On a mis 2 témoins sur les fissures, c'est déjà pas mal. Sauf que, ils sont en ciment, ils ne vont jamais casser en fait. On ne pourra jamais mesurer l'évolution de la fissure. Tant pis. Là, ici, un bâtiment ravalé. Ben, c'est bien, c'est joli, c'est propre, ça rassure. Sauf que si le bâtiment d'à côté fissure largement, à quoi ça sert de le ravaler? Si la gouttière fuit ici, là, si le voisin ou le branchement fuit, à quoi ça sert
d'avoir engagé un échafaudage, etc., etc., etc. C'est de l'argent par la fenêtre. Je n'irai jamais ravaler un bâtiment si son voisin ne va pas bien. On est en mitoyenneté. Donc un bâtiment qui va mal, c'est en fait 3 bâtiments au minima. C'est au minimum 3 bâtiments qui vont mal. Il faut que j'active? Oui, j'active. Ici, j'ai pas le temps d'en parler, voilà, une ancienne aile du couvent des Minimes. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous les locaux techniques en façade principale. Voilà une pratique actuelle. Ici, la question de l'alignement ou composer avec le préexistant. Je me recule, je m'avance. Qu'est-ce qui se passe dans le coin? On le sait. Je me mets en retrait. Le mitoyen n'est plus épaulé. C'est pas grave, on va mettre 3 contre-fiches. Ici, non, excuse-moi, reviens, ça c'est important. Excuse-moi, reviens. C'est pas grave. Ici, curtage. Bon, il en faut des démolitions. On ne peut pas tout garder non plus. Il faut que ça évolue tout ça. Mais si c'est pour faire un vaste parking et des locaux techniques, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça qui est important de voir dans la démolition, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans la balance. Excuse-moi, j'ai pas le temps là, Nicolas. Excuse-moi. Ici, surélévation d'un bâtiment d'angle. Pourquoi pas? Mais en quoi? En béton armé. Du lourd sur du léger. Du statique sur du souple, etc., etc. Du rigide, du cassant. Ça ne marche pas avec le bâti ancien. Il sera en expertise dans pas trop longtemps. Ici, un programme de surélévation, bon, très bien. Il existe, on le surélève, on l'exploite, j'ai aucun problème avec ça. L'attique, ici, sur la perspective du projet, est entièrement habillé de bois. Ah, je me dis, chouette, on est développement durable, et en plus, on a pu se payer du bois. Pas du tout. Voilà ce qu'on a. C'est étonnant qu'on dise à la fois dans le projet, on a même pu se payer du bois, et qu'on condamne les planchers bois systématiquement dans le bâti ancien. Je vous laisse réfléchir à cette réflexion-là. Du lourd sur du léger. Ici, je voulais aborder la question de l'insertion. C'est un vaste sujet. Bon, là, il y a un effort qui est fait, mais on voit bien qu'on ne sait pas, si on ne sait pas faire aussi bien qu'avant, et on ne peut pas faire aussi bien qu'avant. Ils avaient leur technique, on a les nôtres. Donc, il faut retrouver une architecture qui a du sens, qui s'intègre, d'accord, mais qui a du sens. Ici, le geste architectural, même si c'est quand même assez mesuré, il n'y a pas trop de gestes, le geste architectural prévaut un petit peu sur le couronnement. Un petit peu, c'est une histoire de dosage, c'est mon point de vue. On n'est pas obligé de le partager. Là, voilà, une insertion années 30. Bon, est-ce que ça choque? Je ne vois pas. Par contre, ça, je vous invite à aller le voir. Parce que ça va être problématique. Si on n'entretient pas notre patrimoine, c'est le bâtiment neuf qui va le remplacer. Et là, il va falloir aussi se battre sur la qualité architecturale. Rez-de-chaussée technique, trop plein surdimensionné, garde-corps sans intérêt, loggia au nord, etc., etc. Ici, une insertion, bon, l'échelle est réduite, c'est ça qui passe assez bien, mais c'est un peu bavard quand même, c'est un peu gestuel. Là, un immeuble, bon, années 30, je suis sûr qu'on pourrait aussi faire aussi bien que ça. Années 30, bon, d'accord, en pierre, voilà. Est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est bavard? Est-ce qu'il est incompatible avec les traditions? Non. A-t-on besoin de créer des bureaux et de s'étendre? Eh bien, on fusionne. Et puis, on donne unité à l'ensemble avec un étage de couronnement commun. Voilà un exemple de remembrement et d'exploitation complète du 3 fenêtres et de son extension. Et une cohésion entre un immeuble 1920 et certainement un immeuble 1750. Ici, c'est bien, on a un registre de soubassement, mais ce registre de soubassement, il traverse les fenêtres. On ne sait plus où on est là. Est-ce qu'on est dans l'ancien, le neuf? Il y a un problème d'écriture.
Si on zoomait ici, vous verriez les moulures, effectivement, ça ne serait pas convaincant. Oui, c'est un problème économique, mais c'est aussi, est-ce qu'on avait besoin d'introduire du faux décor? J'ai parlé tout à l'heure du décor qui est une résolution technique et structurelle. Là, il résout quoi? Rien. On aurait peut-être pu faire cette économie, se payer un vrai soubassement, pas mettre de logement à rez-de-chaussée au même niveau que le sol, etc., etc. J'ai dit à peu près, j'avais une conclusion, mais elle va être trop longue. Donc, à partir de ce que j'ai dit, globalement, je pense qu'il faut qu'on réunisse plus de conditions favorables à la réhabilitation, parce qu'on peut plus se permettre de tout démolir pour tout recommencer, étendre les villes à volonté. Il faut favoriser la densité, on le sait. Deuxième chose, les techniques de construction, dans le neuf, ne sont pas cohérentes, et je pense qu'on a plein de choses à apprendre du bâti ancien. Réversibilité, visitabilité, modularité, souplesse, adaptabilité, etc. Et que ça, on devrait aussi en tenir compte dans le neuf. Quand on fait un immeuble en béton banché, on ne peut plus réintervenir dessus, en fait, on fiche tout. C'est ça le problème avec le béton armé. Et on ne peut pas transcrire directement des thèses du mouvement moderne et ces techniques sur le bâti ancien, voilà, qui a une durée de vie extrêmement longue, à condition qu'on le respecte.